Cette vidéo pour vous parler de comment faire face à des difficultés psychologiques dans une situation de danger réel. Plutôt d'actualité aujourd'hui. Je suis Julie Bourgoin, je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie. J'ai co-construit cette séance avec ma collègue Lorraine Cormand, qui est psychologue clinicienne. Nous travaillons toutes les deux dans le service de psychiatrie adulte du professeur Lançon à la Conception à Marseille. Cette séance est proposée en 6 parties, avec une première partie sur ce que risque de me faire vivre cette période d'épidémie. En deuxième partie, on parlera des pensées et des émotions qui sont liées, avec un risque d'avoir ce qu'on appelle des erreurs de pensée et comment on peut adopter une attitude plus saine face à ces pensées. Troisième partie, on parlera de la lutte contre les expériences désagréables, avec une proposition de quelque chose qui fonctionne mieux que la lutte, c'est l'acceptation. En cinquième partie, on parlera de l'accueil des émotions et de la capacité à en prendre soin. Et enfin, sixième et dernière partie, on parlera de la capacité de réadapter son quotidien au contexte actuel. Ce que me fait vivre cette période d'épidémie, il faut savoir déjà qu'on n'est pas égaux concernant la réaction psychologique face à un stress. D'une part, biologiquement, on a des vulnérabilités, ce qu'on appelle biologiques, qui ont été transmises génétiquement, notamment concernant la réactivité, la sensibilité de notre système nerveux, qui fait qu'on va réagir plus ou moins rapidement, plus ou moins fort à une situation particulière. Autre chose qui nous différencie, ce sont les facteurs de vie, ce qui a été vécu antérieurement par la personne, en termes d'événements de vie, de traumatismes, de situations stressantes, et comment cette personne a appris, de par son entourage, son étayage familial et social, à réagir à ces situations-là. En plus de ces différences individuelles quant à la réaction à un stress, on note actuellement un facteur déclencheur environnemental massif, avec une actualité extrêmement anxiogène, des gens qui portent des masques dans la rue, les mots coronavirus, Covid qui reviennent inlassablement. Une modification du quotidien qui peut être difficile à vivre, on peut se retrouver soit très isolé, soit les uns sur les autres. Et là, on est également peu égaux quant aux conditions de confinement. Enfin, on peut trouver des incertitudes concernant l'avenir, sur la situation économique du pays, voire sa propre situation économique notamment et professionnelle. Également des incertitudes sur l'avenir de la planète qui pouvaient préexister à notre situation sanitaire et se majorer dans l'état actuel des choses. Donc une telle situation peut avoir un fort impact psychologique. Il y a des recherches qui ont été menées sur des périodes de confinement et d'épidémie et qui montrent qu'il y a très souvent des répercussions psychologiques chez les personnes qui sont dans ces situations-là. On peut trouver notamment de l'anxiété, de l'inquiétude, du stress, voire des attaques de panique, avec des symptômes physiques qui vont être une accélération du pouls, une tension artérielle élevée, des palpitations, vertiges, bouche sèche, douleurs dans la poitrine, douleurs musculaires, nausées, sensation de suffocation, maux de tête, transpiration, visage blême, hyperventilation, c'est-à-dire respiration accélérée, déréalisation, c'est-à-dire la sensation de perte de contact avec la réalité, et dépersonnalisation, c'est-à-dire la sensation de ne plus être soi. Il faut savoir que ces symptômes sont extrêmement difficiles à vivre, extrêmement désagréables, mais ne sont que des symptômes de l'anxiété, ne sont pas graves. On peut également ressentir de la colère, de la frustration et de l'irritabilité, ou des symptômes dépressifs tels qu'un sentiment de tristesse, de désespoir, des changements d'appétit ou du sommeil. Également des symptômes d'état de stress post-traumatique, ça c'est-à-dire des gens qui auraient déjà vécu des situations traumatisantes, peut-être dans cette même logique avec pourquoi pas des épidémies ou la maladie ou voilà, quelque chose qui serait réactivé par ce qu'on est en train de vivre, et ils pourraient ressentir des souvenirs douloureux et intrusifs, des flashbacks d'événements qu'ils ont déjà vécus ou bien même de la situation actuelle, des cauchemars, des changements d'humeur et une sensation d'être en état d'alerte, de vigilance constamment. On peut aussi trouver un désir de consommer de l'alcool ou de la drogue pour faire face à cette situation. Ces symptômes-là sont fréquents, malgré tout ils sont extrêmement désagréables à vivre, et d'autant plus s'ils se maintiennent. Donc, si vous ou un de vos proches ressentez ce type de réaction pendant 2 à 4 semaines ou même plus, et si ça persiste après l'amélioration de la situation sanitaire, n'hésitez pas à en parler à un professionnel, parce que c'est extrêmement désagréable et ça se prend plutôt bien en charge sur le plan psychologique. Mes pensées et mes émotions sont liées.
Ce qu'on explique dans les thérapies cognitivo-comportementales, c'est que les pensées, les émotions et le comportement sont liés tous les trois ensemble et s'influencent les uns les autres. Un exemple, dans une situation donnée, choisissons un grand coup de klaxon soudain dans la rue, j'ai la pensée automatique et rapide, je vais mourir, je vais avoir un accident, et évidemment que l'émotion d'angoisse monte très très vite, et le comportement qui en résulte peut être de se jeter par terre, ou bien de ne plus bouger du tout, ou de partir en courant. Comme je le disais, comme les pensées et les émotions sont liées, si j'ai ce qu'on appelle des erreurs de pensée, elles vont influencer mes émotions négativement. C'est donc important de repérer ces erreurs de pensée. Donc, on a des pensées automatiques, qui sont une sorte de voix intérieure que nous avons tous. Elles sont identifiables au moment où nous ressentons une émotion. Elles précèdent ou induisent l'émotion. Nous les considérons souvent comme valables sans les questionner. Elles peuvent être négatives et entraîner des ruminations très mauvaises pour notre santé mentale. Il est possible d'identifier ces pensées automatiques négatives à l'aide des 3 colonnes de Beck. On va utiliser ça en notant dans la colonne situation, quelle est la situation, dans quelle situation je me trouvais lorsque j'ai eu une émotion désagréable. Je revenais des courses alimentaires pendant l'épidémie du Covid. Dans les pensées, je vais noter ce qui m'est venu à l'esprit à ce moment-là, quelles ont été ces pensées automatiques négatives qui me sont venues en tête. C'est pas toujours évident de les repérer. Ça demande un entraînement, mais l'idée c'est d'essayer. Et ensuite, vous allez apprendre petit à petit, ça viendra plus facilement de les repérer. Et ensuite, de noter l'émotion, quelle a été la nature de l'émotion. Là, ici, c'est l'anxiété. On pourrait également noter quels ont été ces symptômes-là, accélération du cœur, main moite, etc. Et on note cette anxiété entre 0, pas d'anxiété du tout, et 10, l'anxiété maximum jamais ressentie. Là, on parle d'une anxiété à 9 sur 10 qui est très importante. Si on a été inscrit dans ce tableau, vous allez pouvoir observer s'il s'agit ou pas d'erreurs de pensée. Parmi les erreurs de pensée, les principales et notamment dans la situation actuelle, on va trouver le raisonnement émotionnel. Le raisonnement émotionnel, c'est le fait de tirer un raisonnement, une conclusion, en raison de ses propres émotions. Exemple, j'ai peur de quelque chose, donc c'est quelque chose est dangereux. Sauter aux conclusions, c'est comme son nom l'indique, la tendance à tirer une conclusion sans preuve suffisante pour pouvoir le faire. La généralisation excessive, c'est faire des généralisations hâtives à partir de preuves insuffisantes. C'est de tirer une conclusion, mais cette fois-ci très large, qui va englober beaucoup plus de choses que dans le sauter aux conclusions. Même si quelque chose de mauvais ne se produit qu'une seule fois, on s'attend à ce qu'il se répète sans cesse. Par exemple, une femme est seule et passe souvent la plupart de son temps à la maison. Ses amis l'invitent parfois à dîner et à rencontrer de nouvelles personnes. Elle sent qu'il est inutile d'essayer, personne ne pourrait vraiment l'apprécier. Il y a aussi le fractionnement de la pensée, c'est la tendance à penser en tout ou rien, en noir ou blanc, sans qu'il y ait de nuances de gris. Enfin, l'amplification, minimisation ou catastrophisation sont très fréquentes dans la situation actuelle. C'est le fait de donner le plus de poids au pire des scénarios possibles. Dans une même situation, on va avoir plusieurs possibilités, on va choisir la pire et lui donner le plus de poids. Un autre traitement des pensées qui est non fonctionnel, c'est la fusion. Nous sommes en fusion avec nos pensées automatiques lorsque nous sommes absorbés par les mots et les images qui nous trottent dans la tête. Nous supposons alors que nos pensées nous racontent la réalité. Nous confondons les deux. La réalité devient nos pensées, ce qui n'est pourtant pas le cas. Elles apparaissent comme des paroles d'évangile et nous les suivons aveuglément. La conséquence de cela, c'est que nous perdons le contact avec l'expérience directe, avec notre environnement, avec ce qui se passe dans le présent. Les pensées mobilisent notre attention et influencent notre comportement à la manière d'un dictateur. J'adopte une attitude plus saine face à mes pensées. Il faut d'abord savoir qu'il y a toujours plusieurs interprétations possibles d'une même situation, d'une même réalité. Entre vous et votre voisin, vous aurez possiblement 2 interprétations complètement différentes d'une même situation. Il est important de prendre l'habitude de trouver des alternatives réalistes et d'introduire une distance pour regarder les choses différemment. Ceci peut aider à diminuer l'émotion désagréable. Pour faire cela, on peut s'aider des 5 colonnes de Beck cette fois-ci. On reprend la situation,
dans laquelle on se trouvait, faire les courses, revenir de faire les courses pendant l'épidémie, les pensées, on récupère à nouveau les pensées automatiques négatives qu'on a eues, j'ai peut-être été contaminée, je risque de mourir dans les semaines qui viennent. Et l'émotion qu'on avait déjà notée tout à l'heure, d'anxiété à 9 sur 10. Cette fois-ci, on va pouvoir essayer de produire des pensées alternatives. Par exemple, la maladie n'est pas si grave que cela. Seul 1% de la population atteinte décède. Si j'applique les gestes barrières, les risques d'être contaminé sont moins importants. Si je l'attrape, j'ai quand même bien plus de chances de ne pas avoir de symptômes ou très peu. Si jamais je suis un cas à problème, le corps médical fera de son mieux pour me soigner. Mon inquiétude ne sert à rien. Si c'est difficile pour vous de produire des pensées alternatives, c'est tout à fait possible d'imaginer que c'est une autre personne qui a une capacité meilleure que la vôtre à gérer ce type de situation-là. Vous pouvez imaginer ce qu'elle vous dirait dans la même situation que vous. Une fois que vous avez produit ces pensées alternatives, l'idée c'est quand même que vous y croyez suffisamment pour que ça fasse baisser votre émotion. Il faut que vous soyez suffisamment convaincu de la pensée alternative que vous avez trouvée pour que ça fasse baisser l'anxiété, comme dans ce cas-là, on passe de 9 à 3. Une autre stratégie pour avoir une attitude plus saine face à ces pensées, c'est la diffusion, en réponse à la fusion dont on parlait tout à l'heure. La diffusion, c'est l'habileté qui permet d'observer ces pensées, d'en noter la présence et de les mettre de côté sans les exclure pour autant. Une compétence qui permet de prendre de la distance avec les pensées, avec bienveillance. Je peux choisir de ne pas m'intéresser au contenu de mes pensées et d'agir indépendamment d'elles. La diffusion est une compétence très utile à développer. Si vous le voulez bien, pour vous illustrer cette compétence-là, je vous propose de prendre une feuille de papier devant vous, ou, si vous n'avez pas eu le temps, de penser au prénom de quelqu'un. Vous allez choisir quelqu'un que vous appréciez. Vous allez garder son prénom en tête. Et puis vous allez écrire ou penser « je veux que » devant le nom de la personne que vous avez proposé. Je veux que et le nom de la personne. Enfin, après le nom de la personne, vous allez écrire « meurt dans d'atroces souffrances ». Alors, c'est un petit peu terrible comme expérience, mais l'idée c'est de montrer que je peux prendre de la distance par rapport aux mots. Les mots ne sont que des mots. Vous avez pensé ou écrit une chose terrible, et ceci ne veut pas dire que c'est la réalité, ce n'est pas la réalité. Et pourtant, certains d'entre vous ont peut-être eu du mal, ou ça leur a même peut-être provoqué une réaction émotionnelle d'avoir pensé ou écrit une telle chose. De façon à éviter les pensées dysfonctionnelles, qui sont difficiles à vivre, une chose importante aussi, c'est d'être correctement informé. Que ce soit en termes de contenu, c'est pourquoi je vous propose 2 sites qui sont des sites du gouvernement pour lesquels le contenu est juste et mis à jour a priori, mais aussi de s'informer correctement en termes de fréquence et d'intensité. Je m'explique, il y a certaines personnes qui passent beaucoup de temps à observer l'actualité pour se rassurer. Sauf que c'est autant de temps où votre esprit se consacre qu'à ça, et vos émotions, si vous êtes angoissé par ça, risquent de s'en trouver modifiées. C'est pourquoi moi ce que je propose, c'est au maximum 20 à 30 minutes par jour en lien avec l'information. Pour le reste, faites autre chose, c'est un conseil. La lutte contre les expériences désagréables. C'est la lutte contre la douleur, la sensation désagréable, qui rend les gens malades. Selon les théories d'acceptation, c'est le cas pour la plupart des pathologies psychiatriques. C'est pourquoi les thérapies d'acceptation proposent de ne pas supprimer les sensations désagréables, mais plutôt d'enrayer les processus de contrôle et d'évitement qui peuvent être mis en place par la personne. Lutte contre les expériences désagréables, il y a plusieurs stratégies qui existent. L'évitement. D'abord, il faut savoir que les humains sont des machines à résoudre des problèmes. Par exemple, il pleut. Le problème, la sensation désagréable, c'est que je vais être mouillé. Auquel cas, les humains ont mis en place plein de choses. Je sors avec un parapluie, je reste chez moi et tant d'autres. Ici, les techniques d'évitement fonctionnent très bien avec les contraintes du monde extérieur. Maintenant, que se passe-t-il quand les contraintes sont internes? Par exemple, je suis angoissée par le virus. Là, ici, ce qui me pose problème, c'est l'angoisse. C'est ça qui est désagréable. Alors, je ne sors pas. Ou je bois beaucoup d'alcool pour me détendre. Ici, soit l'évitement ne fonctionne pas, d'accord, parce que je ne sors pas que l'angoisse disparaît, ou alors me fait souffrir plus encore par la suite. Je bois beaucoup d'alcool pour me détendre, ça va créer des troubles de santé ou une addiction qui par la suite va me poser des problèmes. Il y a une seconde stratégie assez répandue
pour lutter contre les expériences désagréables, c'est le contrôle, la tentative de contrôle. Je vais vous l'illustrer par un exercice. Je vais vous demander, je vais plutôt vous interdire pendant les 10 prochaines secondes de penser à un ours blanc. Ne pensez pas à un ours blanc. Bien. Différents cas de figure. Certains, j'imagine, ont immédiatement pensé à un ours blanc. La tentative de contrôle n'a donc pas fonctionné. D'autres encore ont réussi à ne pas penser à un ours blanc. J'ai déjà entendu la stratégie du phoque bleu. C'est-à-dire que pour ne pas penser à un ours blanc, ils ont très fortement pensé à un phoque bleu. Donc tout le long, phoque bleu, phoque bleu, phoque bleu. C'est une autre tentative de contrôle. Alors ils ont réussi à ne pas penser à un ours blanc. Cela étant dit, si on transpose cet exercice à la réalité, c'est-à-dire je ne veux pas penser au virus parce que ça m'angoisse et que donc je passe la journée à penser phoque bleu, phoque bleu, phoque bleu pour ne pas penser au virus, on est d'accord que la tentative de contrôle n'est pas une tentative qui fonctionne. En effet, essayer de supprimer une humeur ou une pensée peut l'intensifier dans une boucle d'auto-amplification. C'est ce qu'il se passe lorsqu'on évite l'anxiété. Quand j'ai peur d'avoir peur, je vais focaliser mon énergie et mon attention à essayer de réguler ma peur, ce qui va créer une boucle d'auto-amplification et qui peut mener à une attaque de panique. Par exemple, je dois m'exprimer en public et j'ai peur des symptômes de la peur parce que j'ai pas envie que les autres le voient. Alors, je vais focaliser toute mon attention, ou une grande partie de mon attention, à vérifier que je ne sois pas rouge, que je ne transpire pas, que mon cœur batte correctement et que ma respiration ne soit pas trop haletante. Si je repère un petit symptôme, une sensation de rougeur par exemple sur les joues, hop, la peur va monter un petit peu. Oh, avec des pensées peut-être, ah ça y est, je rougis un petit peu. Alors les manifestations d'anxiété vont augmenter. L'anxiété va monter parce que je l'aurais remarqué. La peur va monter, hop, et etc. Ce qu'on appelle ici la boucle d'auto-amplification. En résumé, lorsqu'on est dans la fusion avec ses pensées, ou bien lorsqu'on a des biais de pensée ou des erreurs de pensée, ou lorsqu'on est dans la lutte contre les expériences désagréables, soit par évitement, soit par contrôle, nous sommes dans des pièges dans lesquels il est préférable de ne pas tomber. Effectivement, ces stratégies ne sont pas efficaces contre les émotions négatives, et pire que ça, elles utilisent l'énergie qui pourrait servir à la mise en place de choses qui font sens pour moi, et qui, elles, me feraient du bien. J'accepte. À l'inverse de la lutte contre les sensations désagréables, ce qui est proposé, c'est un processus d'acceptation, qui est indiqué dans 2 circonstances. Quand le contrôle des pensées, des émotions ou des sensations désagréables est limité, voire impossible, c'est le cas dans la situation du virus actuel, ou quand il est possible, mais que les moyens utilisés pour le contrôler réduisent la qualité de vie. C'est ce qu'on a montré tout à l'heure avec l'utilisation de l'alcool pour faire baisser le niveau d'anxiété. L'objectif des thérapies d'acceptation, c'est d'acquérir de la souplesse psychologique. C'est de pouvoir accepter vos pensées et vos émotions et d'être présent à ce que vous êtes en train de vivre, à votre environnement, pour mettre en place des choses qui font sens pour vous. L'idée de ce processus d'acceptation, pour vous proposer une illustration, si on imagine que ceci représente mes souvenirs pénibles, des pensées négatives ou des émotions difficiles, ou même la situation sanitaire actuelle. Quand je ne suis pas dans l'acceptation, je fusionne avec tout ça, ça prend toute la place. Donc soit parce que j'essaye de lutter, j'essaye de l'enlever, de passer en dessous, au-dessus, je suis dans la lutte avec ceci, soit parce que j'essaye de le pousser constamment, mais il revient, tentative là, de contrôle, soit j'ai complètement fusionné, soit je lutte. Que l'on soit dans l'un ou dans l'autre, cela ne nous permet pas d'être à ce qu'on fait et de pouvoir mettre en place des choses dans notre vie qui font sens pour nous. L'idée du processus d'acceptation, c'est de s'écarter un petit peu de ça, d'avoir conscience de ces souvenirs, des choses qui sont difficiles pour nous, mais de les mettre à distance, de les observer, de garder de la bienveillance pour elles, mais de les mettre à distance. Pour montrer ce que c'est qu'une personne qui ne serait pas dans l'acceptation et comment elle pourrait aller vers ceci, je vous propose un entretien avec une patiente.
Celle-ci me dit « J'ai peur d'attraper le virus et d'avoir des complications. Je respire déjà mal, je suis asthmatique. » Quand votre esprit commence à vous raconter que vous allez attraper le virus et que vous risquez des complications, qu'est-ce qui se passe pour vous? J'ai peur et j'angoisse. D'accord? Et si je regardais la vidéo de vous, angoissé, qu'est-ce que je verrais? Vous me verriez en train de faire des recherches sur Internet pour connaître mes risques. Quand vous êtes absorbé par cette pensée, j'ai peur d'attraper le virus et d'avoir des complications, je respire déjà mal, je suis asthmatique, est-ce que finalement cela vous aide à avoir un comportement plus adapté et à faire des choses qui en valent la peine? Non, pas du tout. Au lieu de faire un peu de sport, de manger sainement ou de regarder des émissions culturelles, je passe mes journées à lire ou à entendre parler de ce virus qui m'angoisse déjà. Ce qu'on constate là, c'est que la patiente n'accepte pas ses pensées par rapport au virus. Elle est dans une lutte contre ceci, puisqu'elle est sans arrêt en train d'essayer de les mettre à jour pour qu'ils soient moins angoissants, sauf qu'elle n'y arrive pas et que finalement, ça prend toute la place. L'idée, c'est que si elle arrive, hop, à les mettre de côté, en avoir conscience et à les mettre de côté, et à faire ce qui fait sens, ça, elle nous le dit, ce qui fait sens pour elle. C'est de faire un peu de sport, de manger sainement ou de regarder des émissions culturelles. Ça pourrait l'aider à aller mieux, malgré ces émotions sur lesquelles elle n'a pas de contrôle. Elle est angoissée, cette maladie-là lui fait peur, les recherches ne fonctionnent pas. L'idée, c'est qu'elle mette cette émotion, cette pensée, un peu à distance, qu'elle fasse des choses qui font sens pour elle, même si cette peur et même si ces émotions difficiles sont là. J'accueille mes émotions et je sais en prendre soin. Pour ce faire, il faut bien noter que ressentir des émotions, c'est un phénomène naturel et normal. Les émotions sont des indices essentiels sur notre état d'humeur et nos pensées. Les émotions négatives font partie intégrante de l'expérience d'un être humain. Quelqu'un qui vient me voir, un psychologue, en me disant « je ne veux plus me sentir mal, je ne veux plus ressentir d'anxiété ou de tristesse », en tant que thérapeute, je lui répondrai « c'est impossible, vous allez en ressentir et c'est normal et presque je l'espère pour vous jusqu'à la fin de vos jours ». Comme évoqué précédemment, tenter de les éviter ne fait que les alimenter. On peut apprendre à développer une relation différente, plus saine avec elles, afin de prévenir la déprime. Plutôt que de chercher à les éviter, apprenons à les accueillir grâce à la méditation de pleine conscience. La méditation permet progressivement de ressentir l'émotion dans le corps, de l'accueillir et de l'accepter pleinement sans s'y attacher. C'est-à-dire aussi sans essayer de la contrôler, sans essayer de l'enlever. Et donc de prendre du recul par rapport à elle. Méditer nous permet de prendre conscience que l'on expérimente l'émotion sans pour autant s'identifier à elle, sans imaginer que nous sommes cette émotion. Nous pouvons ainsi ensuite l'exprimer sans excès. Si nous sommes seuls dans la situation de confinement, il est possible de l'écrire ou, si nous sommes accompagnés, nous pouvons la confier à une personne de confiance. Nous vous avons proposé 2 sites qui proposent des séances de méditation qui sont gratuites. Il est possible que pour certains, la méditation ne fonctionne pas. D'autres peuvent préférer les activités physiques ou bien la cohérence cardiaque ou le yoga. Nous vous proposons ici plusieurs sites sur lesquels vous pouvez trouver ce type d'exercice-là. L'idée, c'est que chacun utilise ce qui fonctionne pour lui, pour faire diminuer son émotion, pour être dans quelque chose qui lui plaît, qui lui procure du plaisir, et qui lui permet de sortir de la fusion, de la rumination dans laquelle il était. Ça peut être aussi la poterie, enfin c'est tout ce que vous voulez, mais en tout cas ce qui fonctionne pour vous, de façon individuelle. Je réadapte mon quotidien. Pour adapter le quotidien, je vais vous proposer une méthode de résolution de problèmes. Effectivement, là, nos quotidiens sont complètement chamboulés, nos routines n'existent plus et on doit les remplacer. Cette méthode de résolution de problèmes est en 4 étapes. D'abord, on va identifier les valeurs personnelles, les besoins, les plaisirs et les centres d'intérêt. Ensuite, on va rechercher une activité qui est réalisable dans le contexte actuel, à savoir chez vous, a priori, et en adéquation avec mes valeurs, mes besoins, mes plaisirs et mes intérêts que je viens d'identifier. Troisième phase, je mets en place cette activité, même si c'est une toute petite activité, qui fait sens pour moi. Quatrième et dernière étape, j'évalue son impact sur moi, sur mon humeur, et est-ce que je reprévois cette activité, est-ce que je dois la modifier ou est-ce que je ne la referai pas?
Je vais vous l'illustrer avec mon exemple. Je suis psychologue. A priori, j'aime aider les autres. J'ai donc comme valeur personnelle l'altruisme. J'ai identifié cette valeur d'altruisme. Je vais rechercher une activité qui est réalisable chez moi et qui va avec cette valeur-là. Ce serait par exemple de créer une vidéo qui permet d'aider les personnes qui ont des difficultés psychologiques dans cette situation difficile à vivre. Je la mets en place et ensuite j'évaluerai si j'ai envie de recommencer ou pas, si ça m'a fait du bien ou pas. En conclusion, je souhaiterais vous montrer cette vidéo qui a été faite par les élèves de l'école des Gobelins à Paris et qui, je trouve, illustre très bien le processus d'acceptation, c'est-à-dire cette capacité à avoir une distance bienveillante avec ce qui nous dérange, avec ce qui est difficile pour nous, nos sensations, pensées ou émotions désagréables. Je vous laisse la découvrir. En attendant, je voudrais vous remercier pour votre attention et vous souhaiter du courage dans ce moment qui est difficile pour tous.